Allez, c'est parti. Salut tout le monde. Salut. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes deux orgas de Lunaria. Voici Anna et moi c'est Julien. On voulait vous faire une vidéo briefing pour éviter le gros briefing de début de jeu, pour gagner du temps et pour nous enlever de la charge de travail, nous, ce jour-là. Comme ça, on va pouvoir discuter avec les joueurs en mode plus privé. Et ça va être beaucoup plus sympa. Donc là, on va vous expliquer les règles et surtout l'intention de jeu qu'on a, les quelques mécaniques, et on va vous présenter tous les éléments de jeu, ressources et tout ça. Certaines, on va juste les survoler pour pas spoiler les savoir-faire de certains joueurs. Mais il est essentiel que vous ayez ce briefing-là pour comprendre un petit peu comment va se dérouler le jeu. Donc on va commencer par deux éléments importants. Ça, vous devez l'avoir sur vous le jour J. On a la fiche perso qui va reprendre en fait toutes vos caractéristiques que vous avez choisies en amont. Et également le résumé de règles. Le résumé de règles, il est petit, il ne prend pas beaucoup de place, pardon. Et il sera mis à jour et envoyé en mail avec la vidéo. Comme ça, du coup, vous l'avez dans la boîte mail. N'hésitez pas à l'imprimer. Comme ça, vous l'aurez sur vous. Et donc, du coup, dessus, il y a tout listé, ce qu'on va vous expliquer en partie. Et puis, il y a aussi des mots de sécurité, des brassards, des visuels. Enfin, il y a plein de choses d'expliquer. Mais il n'y a pas l'intention de jeu qu'on va vous expliquer maintenant et qu'on rappellera aussi le jour J. Ça va être un des points importants qu'on va rappeler le jour J. Et tout premier truc qui va un peu saouler les briscards, les vieux génistes qui doivent entendre ça à chaque fois, mais c'est important parce qu'il y a des nouveaux joueurs, c'est le fair play. Le jeu, il est entièrement basé sur le fair play et l'empathie envers les autres. Donc ça fait partie de la sécurité émotionnelle. Donc le fair play, c'est jouer pour les autres. De toute façon, le GN, normalement, c'est ça, c'est synonyme de fair play. C'est pas un jeu pour la gagne. Même s'il y a des intentions de jeu derrière, des mécaniques qui font que ça vous donne un esprit de gagne. Le plus connu, le plus caricatural, c'est le combat. Même s'il y a quand même des combats. Enfin bref, on vous expliquera après. Le jeu est entièrement basé sur le fair play. Donc on joue pour les autres et les autres jouent pour nous. Et en parallèle de ça, il y a ce qu'on appelle le play to lose. Le play to lose, c'est-à-dire qu'on va plus jouer pour les autres, quitte à perdre son personnage, quitte à se donner des malus, ce qui va donner forcément du bonus ou des belles scènes aux autres, contrairement à ceux qui vont jouer plus personnel, le côté un peu nombriliste, qui va donner un côté plus négatif, égoïste au jeu. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut un jeu basé sur le fair play, sur le partage, sur l'empathie et la tolérance envers les autres. La tolérance qui ouvre justement sur la sécurité émotionnelle, et on ne le dira jamais assez. C'est le plus important, presque devant la sécurité physique en fait. La sécurité émotionnelle, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est tout simplement que la personne que vous avez en face ne va pas prendre la scène que vous jouez, combat, roleplay, diplomatie, n'importe quelle scène, de la même façon que vous allez l'appréhender. Il y a des joueurs qui vont se dire bah, mon personnage là il est en mode colérique, il va engueuler la personne en face, mais ouais, mais la personne en face elle est peut-être pas prête à entendre votre engueulade. Ou je peux penser à un mec qui va jouer, qui est un bon exemple que moi j'apprécie pas énormément, un mec qui joue le mec bourré dans une taverne. Moi ça me met mal à l'aise, les mecs bourrés, ça me rappelle des choses de l'ordre privé et c'est pas forcément bien apprécié avec les autres. Donc vous pouvez jouer des scènes, on peut jouer n'importe quelle scène dans un GN, mais il faut avoir ça dans le coin de la tête en se disant est-ce que mon jeu il va pas insécuriser les autres émotionnellement. Et dans ce cadre-là, vous pouvez très bien vous calibrer avec d'autres joueurs. Donc se calibrer, c'est dire à l'autre joueur, ben, est-ce qu'on peut discuter d'une scène? Tiens, moi j'ai telle ou telle idée de scène. Est-ce que c'est possible de jouer comme ça? Ou alors, avant le jeu, il y a beaucoup de joueurs qui se calibrent ensemble pour dire, bah, écoute, notre relation, notre lien, c'est ça. Nos personnages ne s'aiment pas. Mais moi, j'ai pas envie qu'on s'engueule dans le jeu parce que j'aime pas trop ça. Ça, c'est se calibrer et faire partie de la sécurité émotionnelle. Est-ce que j'ai oublié un truc? Non, nous, notre but, c'est que vous passiez un moment agréable en immersion totale sur ce jeu-là. La sécu émotionnelle, je vois un dernier point, fait partie aussi des choses de l'ordre humain, c'est-à-dire que un truc qui fait rire à chaque fois, mais messieurs, c'est pas un lieu de drague, et mesdames, c'est pas un lieu de drague non plus.
Il y a des personnes qui sont pas là, qui sont pas là pour jouer, pardon, je vais terminer mes phrases, je vais faire mes phrases entièrement, qui sont là pour jouer et non pour... Se faire draguer ou séduire ou autre. Ça reste c'est ça. du jeu. Donc respectez le jeu des autres et tout se passera bien. Et ça va rebondir aussi sur la sécurité physique, mais on va en parler juste après. Donc on en vient au parallèle sécurité physique. On a mis en place des choses, des accessoires de jeu, des pancartes, des choses qui vont vous mettre en sécurité. Donc on ne peut pas enrubanner de mousse tout le terrain, c'est impossible. Mais on essaye de veiller au grain, que ça soit avec des personnes qui veillent à la sécurité physique, mais que ça soit aussi tous les éléments qu'on a mis en jeu. Donc par exemple, il y a des pancartes qu'on met en jeu. Est-ce que tu en as une là-bas? Oui. On a par exemple des affichettes jaunes qui sont affichées directement sur des murs, sur des piquets. Et on a des pancartes comme ça qui vont vous délimiter une zone de jeu. Certaines vont vous permettre de passer outre cette zone en vous disant attention, de l'autre côté, le terrain il est en pente ou il y a un danger. Ou certaines vont vous interdire de passer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas idée de mettre de la rubalise sur un terrain au thème médiéval fantastique. Et puis, de toute façon, on ne peut pas mettre de la rubalise partout. Ça serait vraiment du n'importe quoi. Surtout en forêt, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, on essaye de mettre ça en place. Et on essaye aussi de mettre des accessoires en place. Comme par exemple, le brassard, on en reparlera après. Mais il y a le brassard jaune pour les gens qui ne veulent pas être chahutés physiquement et émotionnellement aussi. Donc, ils ont un brassard jaune, tout ça expliqué dans les règles et affiché dans le résumé de règles qu'on vous a montré. Je reviens juste 2 secondes sur tout ce qui est sécurité émotionnelle et physique. Nous sommes présents sur le site tout le temps. Vous avez la tente Orga si vous avez besoin. Vous avez également une pièce Zone Safe qui vous permet également de prendre un petit peu de recul et de sortir un peu du jeu si vous en avez besoin. Donc ça, on vous l'indiquera. Et vous avez également 2 autres personnes qui sont là spécifiquement. C'est Jérôme et Stéphane qui, eux, ont l'habitude de gérer tout ce qui est sécurité physique et émotionnelle. Donc n'hésitez pas, nous on se baladera tous et même eux avec des capuchons bleus. Comme ça, ça vous permettra de savoir qui est Orga et vers qui s'orienter. Donc on a, comme Anna vient de dire, on a ces zones-là et on a, je ne vais pas dire l'habitude parce qu'on ne l'a pas, on n'a pas été formé à ça. Et même si on est formé, j'en connais qui sont formés et qui se retrouvent dans des difficultés de conflits entre personnes, on essaye de rendre la chose la plus agréable possible, de mettre les éléments le mieux possible. Et il y aura toujours des zones, des endroits où parler et trouver une bonne entente dans les problématiques. C'est déjà arrivé on a 6 éditions d'un GN qui s'appelait Hécatombe, c'était du post-apo. Et puis là, ça va être la 3e édition de Lunaria. Donc, on essaye de tirer l'expérience de ce qui s'est déjà passé et puis de ce qui arrive de retour d'autres joueurs sur d'autres GN ou d'autres orgas qui nous ont partagé des choses. Mais sachez qu'on est quand même humain et que des fois, on ne fera pas forcément les meilleures choses, mais au moins, il y a l'intention derrière et on essayera de faire les meilleures choses pour être dans le positif. Donc au niveau du jeu, on va enchaîner sur tout ce qui est brassard. Donc on a parlé juste à l'instant du brassard jaune pour tout ce qui est, c'est que toutes les personnes qui ne veulent pas être chahutées, comme disait Julien, physiquement et psychologiquement. On a également, donc comme vous le savez, l'année dernière, on était sur un GN avec des enfants. Donc on a choisi de réouvrir nos portes aux enfants qui sont encore plus nombreux cette année. Et c'est un plaisir pour nous. Ouais. Les enfants, juste pour information, vous n'aurez pas le droit au combat avec les adultes. Je le reprécise parce que du coup, l'année dernière, il y avait eu effectivement des enfants qui s'étaient intégrés au combat adulte. Et du coup, là, cette année, on a choisi de ne pas les intégrer. Donc, vous n'aurez pas de combat, les enfants, avec les adultes. On va voir si on peut faire quelque chose, un tournoi, si on a la possibilité juste entre enfants, histoire qu'il y ait un petit peu de jeu pour ça. Mais vous aurez d'autres quêtes qui sont en train de se mettre en place, donc vous inquiétez pas les enfants, vous aurez de quoi vous occuper. On a également ouvert nos portes aux visiteurs.
Donc, ils auront un brassard vert. Les visiteurs, du coup, c'est pour des personnes qui souhaitent tout simplement ou accompagner des géanistes et découvrir un peu leur monde pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais vu. Donc, ils seront costumés, vous inquiétez pas, ils seront dans l'immersion, mais il n'y aura pas de jeu avec eux. Donc, eux, ils seront avec ce brassard-là. On va avoir également le brassard rouge, celui-ci qui est un brassard pour les personnes qui ont un charisme important. Et du coup, la première fois où vous verrez un joueur porter ce brassard, vous serez impressionné et du coup, vous aurez pour la première fois, hein, quand vous le recroiserez, vous l'aurez plus le même effet. Mais la première fois où vous croiserez ce joueur-là, vous perdrez un point de morale puisque vous aurez eu peur. La perte de points de morale, ça peut aussi jouer sur les moments en combat. C'est fait exprès, donc ça, c'est des mécaniques qu'on a mis en place. Si vous perdez un point de morale et vous tombez en dessous de 2, donc à un point de morale, vous fuyez un combat. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez devant une créature qui a 1, 2 ou 3 brassards, ça peut vous faire chuter gravement vos points de morale parce qu'elle est super impressionnante ou elle fait super peur. Et c'est le but, en fait. Il y en a certains qui ont des savoir-faire qui, alors vous inquiétez pas, des fois les joueurs sont pas en train de tricher, il y en a certains qui ont des savoir-faire, qui ont des capacités, qui ont des potions, qui ont des pierres, qui ont des n'importe quoi. Genre de choses. Exactement, qui ont appris des choses qui leur permettent, comme par exemple les trappeurs connaissent très bien les créatures, pardon. Et du coup, ils savent comment appréhender la créature. Et donc pour ça, ils n'auront pas effectivement la même vision qu'un autre joueur pourrait avoir. C'est ça. Vous aurez aussi possiblement des joueurs qui porteront ceci. Donc ça signifie que vous ne voyez pas. C'est un brassard bleu. Joueur, oui. Joueur, oui. Joueur et PNJ. PNJ, oui. Oui, forcément PNJ aussi, principalement. Ouais. Donc ce sont des choses... En fait, c'est que vous ne voyez pas le joueur, mais vous pouvez ressentir des sensations ou autres. Ça va dépendre après de la scène qui est jouée. Mais vous ne voyez pas physiquement la personne qui porte ce brassard-là. Ça permet de non seulement cacher des personnes, mais il y a certaines personnes qui ont des capacités pour se cacher. Ça permet aussi à certains PNJ de venir vous glisser tout simplement un petit mot à l'oreille, genre vous entendez des voix, vous avez des murmures parce que vous avez mangé un repas pas frais et que ça commence à yoyoter là-haut. Voilà, il y a plein d'astuces. La mécanique du brassard bleu nous ouvre beaucoup de portes sur ces possibilités-là. Donc quand vous voyez quelqu'un avec un brassard bleu, vous faites comme si vous ne le voyez pas, sauf si quelqu'un vient vous glisser à l'oreille que maintenant vous voyez les brassards bleus, ce qui est arrivé à la fin de l'événement de l'année dernière. Ça montrait que les personnes commençaient à tourner un peu la carte et du coup ils commençaient à voir des gens pas très beaux physiquement, par exemple des choses comme ça. Donc ça nous permet d'avoir ces petites mécaniques bien sympas. Là, on va passer un petit peu à la présentation des ressources générales que vous pourrez trouver en jeu. On est là? Oui. Oui, c'est ça. Donc, on va avoir les ressources basiques, le bois. Ça, du coup, ça peut vous servir pour plein de choses. Pour faire du feu, pour faire des potions, pour chauffer votre potion, pour faire tout simplement réparation d'un arc ou autre. Voilà, ça peut servir à plein de choses au niveau du bois. Donc ça, vous en trouvez en forêt, vous pouvez en trouver également en commerce. Et vous avez un petit chiffre dessus, c'est l'encombrement. À savoir, c'est tout joueur, quand vous arrivez, si vous avez un sac avec vous, que vous en ayez 1, 3 ou 4, vous aurez l'équivalent d'un sac, c'est-à-dire un encombrement de 7. Donc vous pourrez, par exemple, si là on a un 1 sur le bois, vous pourrez mettre 7 morceaux de bois. Ça équivaut à un tronc d'arbre. Vous n'allez pas porter un tronc d'arbre. Donc c'est pour ça qu'on a fait cet encombrement de 7. Je fais ça parce que, à mon avis, ceux qui sont déjà venus aux 2 autres éditions, ils vont dire, mais un encombrement de 7, comment c'est possible? Déjà, vous avez loupé un truc, on vous a dit, avec le pactage. Mais c'est que en fait, comme cette année, il y a la mécanique du pactage, on a dû réévaluer l'encombrement de votre sac. Donc, on est passé de 5 à 7. Maintenant, les sacs font 7 au lieu de 5, comme vient de dire Anna. Vous avez l'eau. Ce sont des billes vertes. Ça, c'est de l'eau potable que vous trouverez en bord d'eau. Que vous pourrez ramasser effectivement, qui va vous permettre également de vous nourrir ou de faire toute autre chose.
On n'est pas trop chiant, j'avoue, là-dessus, parce que normalement, il vous faudrait une bouteille, un récipient. Pour ceux qui sont full roleplay, c'est toujours plus sympa. Vous n'êtes pas obligé, du moins sur cette édition, on verra pour les prochaines années. Mais ça serait quand même sympa d'avoir un récipient pour aller récupérer de l'eau, ce qui paraîtrait plus logique, immersivement parlant. De la ficelle, ça vous permet, pareil, de faire plein de choses, de les réparations, de faire des accessoires. Voilà, donc vous aurez également de la ficelle. Je tiens juste à préciser, pour ces choses-là qui vous permettent, elles peuvent être fabriquées aussi. Il y a des savoir-faire qui vous expliquent comment faire. On ne peut pas se permettre de dire, bah tiens, la réparation là, ou il y a des papiers jaunes qui vous expliquent aussi comment faire, et pas vous lancer dans n'importe quoi, même si l'improvisation dans le replay est toujours la bienvenue, bien au contraire, quoi. Le fer, donc c'est pareil, c'est une ressource métallique, pareil, que vous pourrez retrouver, acheter, et qui vous servira selon vos savoir-faire. On va avoir également du charbon. On a deux types de charbon. On va avoir un charbon de bois qui lui est noir, un charbon de terre qui lui est marron. Donc, qui ont un peu plus rare. Voilà, un peu plus rare et plus puissant que le charbon classique. Donc qui aide aux préparations des savoir-faire. Donc ceux qui les connaissent bien sont au courant des propriétés du charbon. Vous pouvez en trouver en jeu. Bon, trimballer du charbon, c'est pas trop quand vous savez pas à quoi ça peut servir. C'est pas top. Vous pouvez en avoir. Ça se revend pas très cher. C'est à vous de voir. C'est pas forcément le top du top en ressources à récupérer, quoi. Vous allez retrouver également des petites choses comme ça. Ce sont des petits rectangles. Vous avez deux tailles, hein. Vous avez les grands et les petits. Les petits représentent des plantes. Alors les plantes, en fait, il y a un symbole dessus. Donc les symboles sont les herboristes qui peuvent les connaître, ou certains savoir-faire qui ont une connaissance partielle des plantes, qui vont pouvoir effectivement savoir quelle plante ramasser, puisque vous, si votre joueur n'est pas herboriste ou n'a pas une connaissance de plante, s'il ramasse une plante toxique, il ne le saura pas. Donc c'est vrai que il faut laisser le jeu aux savoir-faire qui ont cette connaissance. Donc si vous avez des petites choses comme ça que vous n'avez pas la connaissance, vous les laissez. Vous avez également pareil pour les chasseurs, pour les arpenteurs. Les arpenteurs, oui. Vous avez les animaux qui sont un petit peu plus grands que les plantes. Du coup, c'est pareil, il y a un symbole et seuls les arpenteurs ont la connaissance de ce symbole. Tiens, d'ailleurs, tu peux me donner la cible là-bas. Parce que la majorité vont être soit dans des collets, soit dans des cibles. Donc les collets, c'est discutable si vous pouvez ramasser ou pas, parce que c'est au sol. Mais dans les arbres, pour ceux qui connaissent un peu et qui ne sont pas arpenteurs, on accroche des cibles dans les arbres et on va poser la ressource dessus. Pourquoi? Parce que hop, je vais prendre ça. Parce que l'arpenteur, avec ses flèches de GN, va d'en bas tirer dans la cible et faire tomber la ressource au sol. C'est ce qui simule le fait qu'il a chopé un oiseau dans les arbres ou autre créature. Ou un écureuil qui puisse être dans les arbres. C'est ça. Et donc, du coup, il y a une ressource qui tombe au sol. Il est interdit, bien sûr, de balancer autre chose, et surtout quand vous n'êtes pas arpenteur, ce qui va contre logique de notre intention de jeu. On en a vu balancer des morceaux de bois pour faire tomber des ressources. On trouve ça pas cool parce que c'est de l'anti-jeu et c'est pas logique. Certains pourront dire, bah ouais, on a tué l'animal avec un morceau de bois. Bah, si on commence à jouer sur les leviers comme ça pour gagner, bah, c'est ce que je vous disais au début. On sort du fair play. Et dites-vous que là, vous prenez le jeu d'autres joueurs, sachant que vous, de votre côté, théoriquement, vous avez un savoir-faire et vous avez du jeu déjà de prévu, quoi. Donc, aucun intérêt. Et puis, si vous manque du jeu, venez nous voir et on vous en donnera sans problème. Certains animaux seront entourés de fourrure, enfin de peau d'animal qui est composé de cuir et de fourrure. Mais après, seul le savoir-faire bourrelier a la connaissance pour traiter ce type d'objet qui va pouvoir récolter la fourrure et le cuir séparément. Je voulais juste préciser un truc pour revenir à ce qu'on disait juste avant pour les herboristes. Les plantes, comme disait Anna, ça c'est voilà, pour que le joueur retrouve ses ressources. Mais vous, dans l'immensité, enfin votre personnage dans l'immensité de verdure qu'il y a, vous savez pas lesquelles sont bonnes ou mauvaises. Si d'aventure, il veut quand même s'aventurer, ça fait une belle répétition ce que je viens de dire, à récolter quand même des plantes,
il peut essayer de les consommer pour la phase de subsistance qu'on vous expliquera un peu plus loin, mais avec les problématiques qu'ils peuvent avoir avec, ne serait-ce que de les récolter. Je vous donne juste un exemple, il y a des plantes qui sont phototoxiques, c'est-à-dire que rien qu'en touchant, la sève peut vous brûler. Donc si vous allez revendre ça à un herboriste ou un marchand, peu importe, ou à un orga, ou en parler tout au moins, la personne qui connaît le truc risque de vous dire, bah là, ton personnage a les mains qui brûlent, et là, pour un bon bout de temps, il va être handicapé, il va avoir des problématiques. Donc vraiment, méfiez-vous de ça. Ce qui va en parallèle de, vous allez pouvoir trouver des objets comme ça aussi en jeu. Donc forcément, vous, en tant que joueur, ça vous interpelle. Est-ce que en tant que personnage, c'est-à-dire que vous, quand vous allez vous promener en rando dans la forêt, vous voyez des champignons, est-ce que vous allez les ramasser et les ramener chez vous et faire une bonne poêlée avec des pommes de terre? Je suis pas sûr. Vous pouvez quand même vous aventurer à les ramasser. Dites-vous que certains champignons peuvent être aussi phototoxiques ou urticants comme les orties, bref. Et si vous les ramenez et que vous les prenez en poêlée, il peut y avoir aussi les mêmes problématiques, de simple diarrhée jusqu'à une mort bien douloureuse. Vous pouvez quand même en ramasser et les donner aux herboristes. Et l'herboriste, il vous dira, ben là, vous êtes brûlé les mains ou vous avez trouvé un super champignon. C'est comme les papiers jaunes qu'on ramasse, qu'on vous expliquera aussi. Il y a toujours ces problématiques de jeu. On va faire un petit peu rapide. On a un savoir-faire de bouilleur de cru. Le savoir-faire de bouilleur de cru a des connaissances. On va avoir de l'eau distillée. On va avoir de la levure, du miel ou des fruits qui vont lui permettre de faire des recettes pour vous satisfaire en vin. Donc les fruits qu'on vient de vous montrer, hop, j'en prends un, hop. Les fruits, ils seront accrochés dans les arbres. C'est la même idée que les plantes, que les champignons et bon nombre de trucs. Si votre personnage ne connaît pas... Il ne va pas savoir s'il est mûr, s'il est pourri ou s'il est bon. C'est ça. Et ça s'appelle... On n'est pas loin du méta-jeu, c'est-à-dire que vous trouvez un objet qui vous semble bien, mais mettez-vous surtout à la place de votre personnage. Et dites-vous bien que votre personnage ne connaît pas cet objet, donc c'est ce truc, donc il n'est pas forcé de le ramasser. Donc faites-vous une réflexion. Et surtout, pour rebondir encore sur le fair play, dites-vous que si vous prenez ça, vous prenez la possibilité de jeu d'un autre joueur. Et ça, c'est le plus important dans tout ça. On va voir ces petites choses-là avec des symboles au dos. Donc ça, c'est pareil, c'est des ressources alchimiques. Si vous n'avez pas la connaissance de l'alchimie, vous ne pourrez pas les utiliser. Du phosphore, plus souvent utilisé pareil par les alchimistes. Ouais, c'est pareil, si c'est pas mis dans le livret de votre personnage, si vous n'en avez pas connaissance, le phosphore, vous oubliez. Ou alors c'est sympa, vous avez une jolie pierre, mais ça va pas vous donner, ou ça va peut-être vous handicaper, on vous en dit pas plus, on verra bien. Et la ressource qui intéresse tous les joueurs, puisque ça concerne tous les joueurs, ce sont les lunaires. Donc ça, c'est la monnaie à utiliser durant le jeu. À utiliser durant le jeu, il y a plein d'accessoires comme ça, comme Anna vient de vous montrer, en résine. Il y a les cadenas aussi. Donc les pièces, ça sont normalement pas fragiles. C'est cool de nous les rendre à la fin du jeu, parce qu'on les imprime à l'imprimante 3D et on les assemble. Les cadenas, c'est la même chose. Donc c'est soit du PLA, soit de la résine, qui restent fragiles, donc qui peuvent casser. Et bien sûr, si vous n'avez pas les traits appropriés comme crocheteur, ça ne vous regarde pas. En fait, vous pouvez demander à des crocheteurs de vous apprendre les rudiments du crochetage, moyennant finance, moyennant temps. Il y a plein de possibilités d'apprentissage au niveau des savoir-faire, toujours dans la logique immersive. Ce qu'on vous demande, nous, c'est qu'au niveau d'accessoires de jeu, en résine, en impression 3D comme ça, ça reste fragile. Et si d'aventure aussi, encore une fois, vous cassez un objet comme ça, venez vite nous le dire, qu'on aille le changer, parce que ça peut aussi embêter le jeu d'autres joueurs. Je vais y arriver, quoi. Donc ça, les cadenas, ça bloque les portes d'entrée, les coffres, ça peut bloquer, ça peut aussi mettre... les prisonniers, ça peut aussi mettre, là je suis en train de tourner la carte, les prisonniers sont enchaînés donc en prison, ils ont des cadenas, donc ils sont bloqués comme ça en prison,
Mais il y a des petits trucs sympas qui sont sur les fiches de personnages. Par exemple, le très fort, vous voyez qu'il y a des petits logos comme ça sur les chaînes ou autres, hein, sur les coffres, sur plein de trucs. Ça montre le fait qu'il peut casser la chaîne. Donc on va pas vous demander de casser la chaîne ni le cadenas, mais ça veut dire que tout simplement, dans un roleplay, vous pouvez décrocher le cadenas parce qu'il se décroche, n'importe qui peut le décrocher en soi. Ça reste de l'immersion. Et donc que ceux qui ont le très fort peuvent casser la chaîne, casser l'objet, donc c'est-à-dire l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, on a mis des choses comme ça en point stratégique dans le jeu, quoi. On va voir des mécaniques. Ça, en général, les enfants, ils aiment bien. Et les grands, ils aiment pas. C'est ce qui permet de voler. En fait, si vous vous retrouvez avec une pince à votre poche, à votre sac, et que vous n'ayez vu personne, ça veut dire que l'on vous a volé. Donc, il y aura un organe général qui vient vous voir et qui vient vous stipuler que il va récupérer ce qui est dans votre poche, un objet qui est dans votre poche ou dans votre sac, et on va récupérer la pince et on ira voir le voleur en discrétion. Dit-elle avec un regard mystérieux. Sachez un truc, c'est que on essaye d'avoir un petit stock d'accessoires de jeu qui sont pas forcément définis pour quelque chose de bien précis, mais qui peuvent vous servir, qui nous sert à nos PNJ, mais qui peuvent vous servir d'une façon ou d'une autre si dans une scène ou dans une possible scène future, vous dites « Ah tiens, j'ai besoin de ça et tout ça ». On peut mettre à disposition des objets. Tout ça pour expliquer déjà, on a nos lignes directrices, on a notre idée de jeu, mais nous, on adore s'adapter en fonction des joueurs. On a des enceintes MP3 avec des bandes son, on a des fumigènes, machines à fumer, on a des accessoires de jeu comme vous pouvez avoir des griffes, voilà, en lootage, il y a des potions, il y a l'œuf qu'elle vient de montrer Anna, on a plein de trucs, on va pas tout vous montrer. Donc il y a toujours une possibilité de créer du jeu grâce à ça. Vous nous dites, ah, j'ai besoin d'un truc, d'une potion, parce que voilà, pour ça, est-ce que vous avez ça en stock? Ben, il n'y a pas de problème, on le note que c'est vous qui l'avez, vous repartez avec l'objet, et puis n'oubliez pas de nous le ramener parce qu'on vous le demandera à un moment ou un autre. Et puis parce qu'on aura sûrement besoin pour nous, pour d'autres scènes. Et ce que vous rencontrez un peu partout au niveau du jeu, ce sont ces petits papiers jaunes. Alors souvent, il y a vous avez quelquefois des savoir-faire. Donc si vous n'êtes pas, si vous ne correspondez pas à ce savoir-faire, vous ne touchez pas au papier. Par contre, on va en avoir des génériques où là, il n'y a pas de savoir-faire. Et du coup, si vous prenez le papier, vous choisissez de faire l'action. Et là, du coup, vous ouvrez le papier en fonction de ce qui est indiqué sur le papier, et ça va vous donner différentes choses. Alors ça peut être du bonus, ça peut être du malus, ça peut être tout simplement un roleplay pour votre joueur. Donc ça, vous en aurez un petit peu partout. C'est expliqué, là, donc c'est une mise en situation qui vous donne du jeu, mais qui répond aussi à des mécaniques, souvent, qui répond à, par exemple, les couleurs que vous avez choisies sur votre fiche personnage, parce que beaucoup nous demandent les couleurs, ça peut servir à quoi? Hormis pour le trait convaincant, ça peut servir aussi sur les papiers jaunes. Un truc basique, si vous avez la couleur rouge, vous pouvez ouvrir ce papier jaune. Ça, c'est de l'aléatoire, mais des fois, c'est d'autres trucs. Et puis, ça peut répondre aussi à votre trait qui est noté en haut. Donc là, par exemple, c'est arpenteur. Si vous êtes arpenteur, vous pouvez lire ce qu'il y a de noté ici. Et possiblement, si vous décidez, c'est de décacheter ce qu'il y a en dessous, comme vient de dire Anna. Mais des fois, vous avez la possibilité de décacheter qu'une partie, en fait. C'est soit vous choisissez le côté droit, soit le côté gauche, en fonction de la situation. Donc, je n'ai pas d'exemple là à vous donner. Mais des fois, ça vous demande de détacher un papier et de le garder avec vous. C'est une possible ressource que vous allez demander aux orgas ou un PNJ qui connaît le truc. Enfin bref, il y a plein de... On aime bien, nous, nos mécaniques de papier jaune parce que ça aide au roleplay pour ceux qui peuvent s'ennuyer. Parce que de base, en fait, on a créé des mécaniques comme ça pour nous soulager en charge de travail, pour nous, après, aller plus sur de l'écriture et du jeu pour les joueurs. Et comme ça, en attendant, les joueurs, ils ont un jeu qui peut tourner en roue libre, tout seul, pour eux, qui peut combler leur vide, les moments de blanc dans leur propre jeu. Et je voulais dire un dernier truc, je l'ai perdu, je sais plus. Mais ça va me revenir dans 2 secondes par rapport à ce que je disais. Et pour finir, on va avoir les decks. On vous en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, vous aurez le choix cette année, soit avec un dé
à piocher dans votre poche, ou alors le deck de cartes à piocher dans le petit sachet. Qui n'est pas en papier jaune. Qui n'est hein, pas le papier deck. jaune, hein, il sera blanc. Là, c'est juste que c'est un exemple. Voilà. On a fait un petit peu le tour. On aura possiblement, hein, pour ceux qui ont besoin de support comme du sablier, on pourra avoir des différentes choses. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. On peut voir après ce qu'on a et ce qu'on peut vous proposer. On aura, non, si, on le montre celle-ci. Oui, oui, oui. On aura pour effectivement des petites cibles cachées. Alors ça, ce sont... juste, Pardon, je te coupe juste. Ça, c'est un jeu parmi tant d'autres pour beaucoup de savoir-faire. Tiens, si, ouais, on n'a pas parlé des empreintes aussi. Oui. En fait, vous voyez, il peut y avoir en jeu des choses comme ça d'accrocher dans les arbres. Ça, ce sont des empreintes. Alors, l'année dernière, c'était en papier. Enfin, des empreintes, des traces pour les trappeurs. Donc, eux seuls savent à quoi ça correspond. Et cette année, ça va être... j'ai pas d'exemple là. Mais ce sont des puzzles à reconstituer. Donc, il y a les empreintes de graver dessus directement. On essaye d'améliorer les concepts de nos mécaniques là-dessus. Pardon, je t'ai coupé. Et du coup, cette cible-là, elle servira aussi pour nos amis visiteurs. Donc, ils auront aussi un petit objectif, s'ils le souhaitent, de trouver les cibles. Voilà. Je crois qu'on a tout dit pour le briefing. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur ton papier? Et puis, je ne vais pas retrouver ce que je voulais dire à propos des papiers jaunes. Ce qui est sûr, c'est que... ah oui, si, je voulais parler des dernières annonces. Ben, vous avez les annonces qui sont notées, de toute façon, sur le résumé. L'annonce la plus importante qui va aller dans la sécurité physique, c'est le time freeze et le stop freeze. Quand quelqu'un crie time freeze, donc plus souvent c'est un orga, voire possiblement un PNJ, vous fermez les yeux, vous arrêtez de faire la scène parce que c'est soit qu'il y a un problème de sécurité ou soit qu'il y a un problème de... un événement de scénario qui arrive. Par exemple, pour la première édition, la créature, le charognard, bougeait tellement rapidement qu'on faisait des arrêts comme ça pour les PJ. La créature se déplaçait à côté des PJ et on disait stop freeze et ça repartait. Et du coup, ça simulait le fait que la créature bougeait rapidement et le joueur se réveillait avec la créature à côté. C'était bien sympa d'ailleurs parce qu'ils entendaient, on a les créatures et certains PNJ, des fois ils ont des enceintes pour donner plus d'immersion avec le son. Et du coup, ils entendaient la créature se bouger autour d'eux et donc ils se demandaient s'ils n'allaient pas se la prendre sur le coin de la tronche. Et puis, ben, nous, on aime bien le point levé pour sortir du jeu d'une scène difficile à vivre ou tout simplement parce que vous avez une problématique. Alors, faut pas en abuser pour éviter une scène de combat pour sauver votre personnage. C'est pas cool, mais ça sert souvent, nous, en premier les orgas, quand on passe à côté des joueurs, les joueurs nous voient arriver, on lève le poing pour montrer qu'on n'est pas là et on file directement pour aller poser des éléments de jeu ou autre. Ou des fois, ça nous arrive dans des scènes d'arriver juste à côté d'un joueur, de lui faire signe de venir pour lui donner un élément de jeu qu'il avait donné. Par exemple, un voleur qu'on a été récupérer son gain, on vient lui donner discrètement et nous, on repart à nos activités. Et puis, il y a le safe word pour les génistes confirmés, mais aussi pour les nouveaux. Le vraiment, vraiment, c'est-à-dire que quand quelqu'un dans une phrase, donc ça c'est quelque chose de plus safe, de plus doux que le point levé. C'est un outil qui sert beaucoup dans le monde du GN. Dans une phrase, quand vous sentez pas la scène ou quand il y a quelque chose qui vous va pas en premier lieu, mais ça peut être dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu peux y aller... Genre, vous dites, la scène est vraiment sans plus, quoi. Et vous montrez aux joueurs que vous voulez quelque chose de plus important. Ça vous permet de donner une indication aux joueurs sans casser le roleplay. Généralement, on s'en sert plutôt dans l'autre sens en disant, la scène... Je suis vraiment pas à l'aise. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, vous devez comprendre que la personne est pas à l'aise, mais... On peut comprendre que des fois, dans l'adrénaline de la scène, dans le truc, la personne en face ne comprend pas. Donc, n'hésitez pas à rappeler. Et si vraiment vous voyez que ça ne marche pas parce que la personne a mal lu les règles, ça arrive. Pas beaucoup, hein, mais ça arrive. Et vous levez le poing et vous sortez du truc. Et là, voilà, la personne aura été prévenue sur tout ça. On vous conseille de au moins lire le résumé de règles. Mais les règles, même si c'est un gros pavé, on l'entend bien. C'est quand même bien de vous mettre un petit peu au diapason de notre intention de jeu et de tout ce qui se fait.
Ça se lit plutôt pas trop mal, puis ça vous explique un petit peu ce qui est là, ce qui peut des fois être pas forcément clair si vous n'êtes pas au courant. 34 minutes, c'est beaucoup. Et je retrouverai pas ce que je voulais dire au niveau des papiers jaunes, c'est que c'était pas important. On fera un briefing le jour J avec les grands traits plus importants, mais tout ça, on le redira pas le jour J. On ne le redira pas, alors j'espère que vous aurez eu ça en jeu. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quel moment vous voyez votre vidéo. Et du coup, on se dit à très vite pour le GN. À très vite, salut! Salut!